et messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue, elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated, she has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! En direct de Montréal et Rimouski, Marie-Ève, pendant qu'à Rimouski, vous allez avoir de la neige puis du gel au sol jeudi, on menace, tiens-toi bien, de battre le record de chaleur de 1956. Il a fait 21,4 la journée de l'Halloween, le 31. Okay? Là, présentement, la prévision est à 23. On pourrait passer l'Halloween en shirt. Moi, je vais me déguiser probablement en, je sais pas, en Go-Go Boy, puis je vais mettre un mankini pour passer l'Halloween. Puis moi, je vais avoir du gel au sol, tu dis? Ouais, c'est. J'ai envie de faire ça, de dérouler, mais non, tu vas te faire barrer sur YouTube. Je le ferai pas. Il y a 23 degrés de différence entre Rimouski et Montréal. 120 secondes, le meilleur podcast de boxe féminine au monde. Merci. À toi et à moi. Merci. Ça, c'est officiel. Ouais, mais moi, je suis juste là pour. Moi, je suis le beau bonhomme pour attirer la clientèle. Merci aux gens qui écoutent. Ouais, tu m'expliquais justement tantôt que les codes d'écoute sont à la hausse et je crois qu'on devrait, dans les prochaines semaines, être nommé service essentiel par le gouvernement parce qu'il faut le faire. La boxe féminine, là, ça va exploser. C'est ça qui est ça. Moi, je te dis, ça va exploser. Moi, cette semaine, ce mois-ci, j'ai des scoops, j'ai des nouvelles, j'ai plein d'affaires pour toi. Puis toi, tu as plein de sujets. Mais c'est avec un peu le visage triste. Parce qu'on aurait aimé, comme premier sujet, avoir l'adversaire de Kim Clavel. Et je sais pas, ça fait partie de Québec en novembre. Kim Clavel se bat le 14 novembre prochain. Oui. Mais c'est toi qui m'as. T'es vite, toi, tu vois tout passer, hein? T'es forte. C'est toi qui m'as dit, Laurent, regarde comme il faut. Là, moi, j'ai vérifié ça. J'ai fait 2-3 téléphones. Le combat va avoir lieu à 107 livres. Et tu as raison. C'est une nouvelle épopée où on essaie de lancer Kim dans la division des 105 livres. À défaut d'avoir l'adversaire. J'avais une question précise pour toi qui m'a trotté dans la tête toute la journée, OK? J'aimerais ça que tu m'expliques c'est qui les championnes, qu'est-ce qui est vacant à 105 livres et pourquoi le départ de Sénésia Estrada devient une possible opportunité de ceinture pour Kim parce que là, on m'a garoché ça, tu sais, Kim s'en va à 105, Estrada s'en va, on a un plan, tu sais, les gens autour du groupe Yvon Michel, on m'a dit, on a un plan. Mais là, moi, je suis pas sûr c'est quoi le plan, là, explique-moi les dons. Ben, en fait, Sénécia Estrada a tous les titres. Donc, en prenant sa retraite, on va en parler plus tard, pourquoi, puis tout ça, tous les titres deviennent vacants. Et il n'y a pas beaucoup de relèves présentement à 105 livres. On le savait, on a déjà parlé dans le temps, quand Kim avait affronté Bermudez, puis dans ses autres combats après, qu'il y avait peut-être des opportunités à 105 livres pour Kim, 3 livres en dessous. Kim évoluait chez les 108 livres depuis le début de sa carrière, a eu un titre à 108 livres, et là, descendrait à 105, juste pour recadrer le monde.
Donc, tous les titres étant vacants, Kim ayant une belle fiche, beaucoup de talent aussi, c'est sûr qu'il va y avoir des opportunités plus rapidement pour elle qu'à 108 livres présentement, où on dirait que tous les titres sont pris puis que les combats n'aboutissent pas. On veut voir un combat pour Undisputed, entre autres entre Bermudez puis Plata, ça n'arrive pas. On entend parler que Sarah Sarah Bailey, négociait peut-être avec Plata, essayait de faire ordonner un combat pour faire décoller le titre de super champion. C'est pas fait. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Attends, juste, je t'interromps. Là, Sarah Bailey, elle se bat pas, mais moi j'appelle ça de l'espace-temps. Là. Elle se bat pas dans le même espace-temps que Kim. Puis là, je me disais, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin de trouver un adversaire à Kim? Parce qu'ils fouillent dans le même bassin, les deux. D'une part, ils fouillent dans le même bassin, puis Sarah a quand même un titre. Elle a un titre régulier, c'est pas le titre super champion, mais elle a un titre régulier. Mais je crois pas que c'est pour ça qu'on fait descendre Kim. Je pense qu'on voudrait que Kim puisse bénéficier du fait qu'il va y avoir des opportunités rapides et qu'il y a peu de relève peut-être dans cette catégorie-là. Et on veut qu'elle soit là avant que d'autres décident de descendre aussi, parce que les titres sont vacants maintenant. On va en parler tantôt. Il y a un des titres qui ne sera plus vacant la semaine prochaine déjà. Là. Donc, il y a des gens qui mettent leur next là-dessus tout de suite. Mais oui, il va y avoir beaucoup de changements dans ces divisions-là parce que le fait que les titres sont vacants, ça peut attirer des gens vers le bas. Il faut comprendre qu'entre 108 et 105, c'est 3 livres de différence. Maintenant, il y a des gens qui me disent c'est bien 3 livres de différence. Ouais, mais faites attention, il ne faut pas regarder ça comme ça. 3 livres sur une fille de 108 en pourcentage de masse corporelle, c'est pas pareil que 3 livres sur une fille de 154. Donc, c'est pas parce que c'est juste 3 livres que c'est facile de descendre. Mais ça reste que c'est quand même un gap que Kim a peut-être déjà envisagé de faire, puis le timing est bon pour elle. Maintenant, le prochain combat, je ne crois pas qu'il va être... Il est classé minimum weight sur BoxRec. Non, okay? Le combat est à 107 livres, mais tu sais ça... Non, mais à un moment donné, j'avais étudié ce dossier-là, puis souvent, là, quand tu te bats, exemple à 168, OK, je vais donner un exemple, ils vont accepter jusqu'à 172 que le combat a une incidence dans les classements. Fait que, tu peux faire ce qu'on appelle un catch, parce que le catchweight, parce que le combat est contracté plus bas que la classe supérieure. Oui, mais non, mais comme exemple, José Iglesias, il va se battre à 169, à 170. Oui. Puis il y a quand même un excellent classement à 168. Fait que pour moi, Kim peut se battre à 107 tout en ayant une incidence claire sur son classement de 105 si on en fait la demande. Je ne sais pas comment ça fonctionne. On verra, parce que là, avec ce combat-là, si c'est contracté à 107, comme tu dis, ça veut dire qu'elle reste proche du 108, mais elle est vraiment proche du 105 aussi, donc elle va saisir la meilleure opportunité pour elle dans un futur proche. Et c'est très intéressant pour elle de commencer à bâtir ses classements à 105. Ça peut aller très vite pour elle. Moi, je suis enthousiaste. J'ai hâte de voir qui on va lui mettre comme adversaire à 105 livres. Il faut comprendre qu'il n'y a pas tant de filles que ça à 105 livres. Il y a beaucoup de Japonaises et de Mexicaines. Beaucoup de Japonaises et de Mexicaines. Il y a des coûts associés à ça. Des fois, ils n'ont pas leur visa. Les Mexicaines, c'est compliqué. Puis les Japonaises, il y a des coûts de transport plus élevés aussi. Non, mais je ne pense pas qu'on va aller au Japon pour... C'est trop lourd. Pour le moment, non, je ne pense pas non plus. Mais j'ai confiance en mon bon ami Vincent Morin. Faites-en pas. Il peut te sortir 2-3 lapins de son chapeau. On va avoir dans les prochains jours le nom de l'adversaire à Kim. On a eu le nom de l'adversaire pour Marie-Pierre Houle, une boxeuse française. Il y a Sébastien Pitot. Pitot, c'est le papa de Victoire Pitot. Pitot, c'est d'autres choses. C'est un chien. Pitot. C'est le papa de Victoire Pitot. Exact. Lui, il dit attention, on a une fille coriace qui s'en vient. Il a dit le mot redoutable. Ça, on va le citer comme il faut. Il a dit redoutable. Parce que tu as vu quand j'ai publié, tu as vu les commentaires, il y a des gens qui disaient ça a l'air facile. Pour moi, c'est un combat. C'est quasiment comme si on disait que c'était un fer-valoir, mais Anissa Benyoub, qui est la Française en question, a déjà affronté Victoire Pitot dans le passé. Elle l'a déjà battue, si je ne me trompe pas. Et donc, présentement, Victoire s'entraîne un petit peu, elle fait un petit peu de sparring aussi avec Anissa pour la préparation de ce combat-là. On dit qu'elle est redoutable. On ne peut pas vraiment se fier à sa dernière année parce que Anissa Benyoub, elle a affronté beaucoup de Journey Women après une longue inactivité. Depuis maintenant, fin 2023 jusqu'à maintenant, elle s'est remis dedans, comme on dit, mais avant ça, elle a eu comme 2 ans d'inactivité. Je pense que c'est une mère de famille aussi. Donc,
faut pas trop se fier. Tu sais, quand tu as une longue inactivité, ce qui s'est passé avant et ce qui se passe après, des fois, c'est deux choses. Moi, je pense que ça peut peut-être être un combat surprenant. J'ai hâte, je suis intriguée. Je ne l'étais pas autant avant de voir les commentaires de Sébastien. Mais là, je le suis un petit peu plus. Puis, j'ai hâte, là. Écoute pas ça, Marie-Pierre, mais tu sais, dans ses dernières performances, Marie-Pierre, des fois, est capable de rendre ça intéressant puis serrer un combat. Fait que ça se peut Mais qu'on ait moi, un je me plaindrai pas parce que, rendu à un certain niveau, si on défonce la ligue, comme on dit tout le temps, il y a un problème. Il faut avoir un peu de compétition aussi. Tu sais, moi, je me dis tout le temps que rendu dans les hauts des classements d'association, tu es supposé d'avoir un peu de compétition dans le ring. Là. Si tu fais tout du 10-0 en nombre de rounds, moi, je vais me dire soit tu affrontes n'importe qui, soit on te donne, soit tu es vraiment trop forte à la Clarissa Shield, tu es vraiment trop forte pour tout le monde dans ta catégorie. Moi, j'aime ça un combat serré. C'est plus intéressant. Trop forte pour la ligue. Trop forte pour la ligue. J'aime ça quand c'est serré un peu parce que ça garde l'intérêt jusqu'à la fin. OK. On continue. Mais Leila Baudouin aussi, qui va se battre. Qui? Leila. Non, mais je m'en allais t'en parler. Oui. Là, il faut juste. Peux-tu me rappeler le nom de celle qui était supposée venir et qui vient plus? C'était Soledad Mathis. Sais-tu qu'est-ce qu'elle a fait, elle? J'ai fait des téléphones. Elle a signé. Là, elle a rappelé quand tout était arrangé, puis elle a dit, je veux le double. Puis là, ils ont dit, hey, la comique, t'as fini de nous jouer des tours. Ils en ont trouvé une autre. Parle-nous je vais te dire pire que ça. Soledad, quand Eye of the Tiger a sorti son communiqué de presse pour annoncer la sous-carte, puis il y avait le nom de Soledad Mathis dessus, moi, j'ai pris le screenshot puis je l'ai publié sur Instagram, puis je les ai tagués, Leila puis Soledad. Et elle m'a écrit tout de suite pour dire non, j'y vais pas, la journée même. Fait que là, j'ai fait comme OK, c'est bizarre. T'sais, j'ai gardé ça pour moi, puis je me suis dit qu'est-ce qui se passe, puis elle me répondait plus après. Mais après, ce que tu dis, ça fait du sens. Dans le fond, elle veut se mettre une ceinture. Elle aurait demandé le double, puis on a décidé de ne pas négocier de cette façon-là. Je sais, parce que j'ai parlé à Léla, il faut que tu m'expliques ça. Léla, elle m'expliquait qu'elle était 12. Ça se peut-tu qu'elle est classée 12e? Puis là, je ne me rappelle pas à quelle association. Je pense à la WBC, puis elle avait espoir qu'avec le titre qui venait avec Soledad, elle avait espoir de monter première. Soledad Mathis, c'est le titre WBC Silver. On sait qu'en théorie, ça peut monter super haut. C'est ça, elle espérait se payer elle espérait se payer le premier rang. Puis là, tu sais, Léla, je l'aime beaucoup, là, mais Léla, elle dit les choses frettes. Là. Elle voulait ce premier rang-là, puis elle est un peu déçue, puis là, elle va quand même faire ce qu'elle a à faire, mais elle est un peu déçue. Parce qu'il y en a qui m'avaient dit, Laurent, il y en a qui disaient Soledad Mathis, elle n'a pas une belle fiche, puis tout ça. Ouais, mais des fois, là, c'est le titre que tu veux. C'est pas nécessairement la fiche de l'adversaire. Des fois, le titre, tu vas le chercher, puis après ça, tu fais le travail. Ça fait partie de monter, je m'en ai dit monter une carrière, monter vers le sommet. Il y a des avantages parfois associés à certains titres. Le Gold, WBA, le Silver, WBC, entre autres. Certains titres. On dirait qu'on est d'une bijouterie. Tu sais, c'est incroyable, hein? De l'argent, de l'or, en voulez-vous. Bref, présentement, c'est Gabriela Bouvier qui est listée sur BoxRec. Est-ce que ça va rester comme ça? Je ne le sais pas, mais pour l'instant, c'est ça. Si tu dis ça, est-ce que c'est que tu sais quelque chose? Non, pas nécessairement, mais ça m'intrigue toujours. Moi, je me dis toujours qu'en boxe, on sait quand ça change souvent, là, on ne sait jamais. Depuis que les Mexicains ne peuvent plus venir au pays, je ne sais pas si c'est le fait, je ne veux pas lancer de roche à personne, mais tu sais, Jordan Mathieu est encore très vert comme matchmaker et on dirait qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans les derniers galas d'Eye of the Tiger. Fait que je te dirais que oui, tu as quasiment une chance sur deux qu'elle n'arrive jamais. Gabriela Bouvier, c'est une fille, par contre, qui a déjà son visa. C'est une fille que je connais bien, une fille qui vient de l'Uruguay, relocalisée en Argentine, une fille qui a affronté beaucoup de gens, qui a une belle expérience boxe, puis qui a monté les catégories. Mais elle s'est battue pendant un bout à 122 livres. Là, elle peut faire du 126, 130, 135, même sans problème. C'est une bonne adversaire de remplacement, mais elle ne vient pas avec un titre mineur. Donc, Leila va faire une défense optionnelle de son titre WBO international qu'elle vient de gagner au mois d'août. C'est correct. Tu sais qu'elle adore avec la ceinture. Hein? C'est sûr qu'elle adore avec la ceinture. Mais je trouve que l'adversaire est intéressante parce que c'est une fille qui a quand même des qualités de boxe technique.
Gabriella Bouvier. Elle a quand même des aptitudes boxe techniques. C'est pas une fille qui va faire du rentre dedans tout le temps. Elle a de la fluidité, elle occupe bien le ring, elle a des outils. Maintenant, je pense pas que ça va être un problème pour Leila de faire face à cette fille-là. Leila en a vu d'autres depuis un certain temps, puis je pense qu'elle s'est beaucoup améliorée. Personnellement, j'ai vu beaucoup de différences dans sa boxe de la dernière année, on peut dire ça, et j'aime ce que je vois. Je m'attends à une victoire de Leila. L'anecdote que j'ai déjà racontée 14 fois, fait que pourquoi pas une 15e, pendant qu'on était tous en train de perdre nos shapes pendant la COVID avec le gym fermé, j'ai vu Leila passer d'une shape de fin d'adolescence à une shape elle pourrait gagner des compétitions. Au moins, tu radotes, mais tu le sais, hein? Léla, elle dormait dans le gymnase. Pour moi, elle avait la clé où il y a eu un gymnase clandestin à Québec. Il y avait quelque chose de louche. Tu comptes l'histoire à chaque fois qu'on parle de Léla, mais on dirait que c'est jamais le même vocabulaire. Non, mais je te dis, là, il va voir les photos. Genre, moi, j'avais des abdos avant COVID, puis je les ai perdus. Elle a fait le chemin inverse. Un jour, je vais inviter Léla, puis je vais lui demander qu'elle nous raconte la vraie histoire de sa shape de COVID. Comme ça va régler toutes les photos autour de ton histoire. Il y a un gym que je ne vais pas nommer, tu sais, mais que tu as déjà visité, là. Dans l'ouest de Montréal, puis les boxeurs pros pouvaient rentrer par en arrière, tu sais, ça me ferait. Est-ce qu'on continue le tour d'horizon Québec? Je sais que tu n'aimes pas ça. On peut continuer, parce que pour le mois de novembre, chez les femmes, c'est pas mal ça, à moins que tu aies d'autres noms à me sortir. Un petit scoop pour toi. Il y a un promoteur québécois qui, cette semaine, va essayer de faire une offre mirabolante qu'elle ne pourra pas refuser à quelqu'un qui, je dirais, est championne présentement et c'est pas normal qu'elle ait jamais été signée au Québec. OK, je dirais que quelqu'un veut mettre la main, je peux pas te la nommer, mais championne WBA Gold. C'est déjà de qui tu parles, c'est ça, de WBA Gold. Un promoteur qui va aller cette semaine courtiser. Je vais te donner un indice, et l'indice il est beaucoup trop facile. C'est un promoteur qui n'a pas de femme dans son écurie de boxe et qui aimerait bien en avoir une. OK. Il l'a peut-être présenté dans le ring à son dernier gala. OK, parfait. Je sais déjà. Je vais faire un offre qu'elle ne peut pas refuser. Je vais essayer au moins. Il était très intéressé à travailler avec elle. Je croyais que cette boxeuse en question, qu'on ne nommera pas, avait une entente avec un certain Lou Dibella, mais ça se peut. Peut-être que ça va être une co-promo. Peut-être que ça va être une co-promo. Mais peut-être aussi que le contrat est terminé avec le certain Lou. Comme je te dis, ce sera peut-être un flirt complètement raté. On a appris aussi que, attends, c'est le bon prénom, Sophie Legrand et Sarah Couillard seront sur la carte le 31 janvier prochain. On en reparlera. J'ai déjà demandé mon accréditation, puis ça a l'air que je trouve de bonheur. Oui, c'est ça. Je voulais juste en parler vite fait. J'étais content pour les deux filles. Je suis content pour Sarah qui a maintenant un nouveau poste. Là. Je pense qu'elle est vraiment rendue haut placée dans le. Ça fait, tu sais, quand que le Christian Dubé cherchait. Non, c'est pas vrai cette histoire-là. Arrête de radoter cette histoire-là. Non. Non, je te dis, elle a failli être sous-ministre en santé, genre. Mais en tout cas, c'est pas grave. Là, c'est pas grave, mon histoire, mais j'étais juste content qu'elle revienne dans le ring. Là, moi, je te dis, je vais te parler de Sophie Legrand 2 secondes. T'as qu'à être dedans. Sophie Legrand, c'est une fille que j'ai rencontrée en personne il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de juin, en Ontario, quand j'accompagnais mon club de boxe. L'Académie de boxe BSL. On avait 2 filles sur une carte en Ontario, au gym Budo, puis elle se battait aussi. Donc, j'ai jasé un petit peu, j'ai pris le temps de jaser avec, justement, de pourquoi ça n'avait pas fonctionné, qu'est-ce qui manquait, puis tu sais, on se doutait. Là. Elle m'avait dit qu'elle voulait vraiment l'année prochaine faire un début pro, même si elle a passé la quarantaine. Il faut comprendre qu'elle ne fait pas des débuts pro pour devenir championne du monde, mais c'est pour boucler la boucle d'une certaine manière d'une carrière où elle a fait de la boxe amateur, de la MMA. C'est une vraie fille de sport de combat. Donc, elle va être intéressante. Moi, je suis contente pour elle. Tant que c'est sécuritaire et que c'est bien fait, je suis contente pour elle. J'ai oublié son nom, là, mais j'ai commencé à m'intéresser à la boxe au Québec. Il y a plusieurs années, puis c'était une boxeuse, elle avait un nom italien, elle s'entraînait avec, et là j'ai oublié tous les noms, là, tu sais, Ab Pervin, là, qui avait 100 ans, là, puis c'était son élève, puis elle avait fait des combats contre une Polonaise, il y avait eu une revanche aussi, c'était incroyable, le nom va me revenir, là.
Elle boxait à Boxe Montréal. Puis elle avait 44 ans, genre. Puis Mais combats... Sophie, je l'ai vue boxer, puis elle boxe très bien. Elle a une belle boxe technique, elle est bonne, elle est grande, elle a une belle allonge. Oui. J'ai vraiment hâte de voir ses débuts pro, puis je vais essayer d'être là le plus possible. J'ai demandé, comme je te disais, mon accréditation. J'ai envie d'aller voir qu'est-ce qu'elle va faire chez les pros, même si c'est pas une carrière de 50 combats. Le temps que ça durera, si elle a du fun à le faire, puis qu'elle a certains succès, je vais être contente pour elle. Là, parce que moi, mon podcast, là, je commence tout le temps avec tout le Québec. Genre, je le fais. J'ai essayé d'importer. Là, sans m'en rendre compte, ça, c'est un dédoublement professionnel. J'ai importé ma méthode. Peterley l'a remporté sur Claribel Mena. Claribel Mena, on essayait souvent de la faire venir au Québec contre Spencer. Mais elle n'avait pas de visa. Elle n'avait pas son visa, mais elle avait un classement qui était WBA 2. Et là, numéro 2. Priscilla Peterley a gagné, je dirais, avec une moyenne de 98-92. C'est un beau combat, assez large pour Peterley. Et là, je ne sais pas, on a le droit de le dire. Moi, je vais le dire, là, puis tout fait comme si tu ne le savais pas. Il y a eu un divorce à l'amiable entre Marie Spencer et Samuel Descaries-Drolet. Donc, Marie Spencer va se trouver un nouvel entraîneur. Je ne sais pas ça va être qui, à moins qu'il se réconcilie. En gros, on avait deux visions différentes pour la suite des choses. C'est tout. C'est bien correct. Mais là, la question, c'est quoi la suite des choses? Est-ce que d'un côté, Marie Spencer, elle a 39 ans. Okay? Est-ce que d'un côté, on rêvait des gros combats d'unification puis que des grosses affaires, ou puis de l'autre côté, on rêvait on va défendre notre titre tranquillement, on va faire 2-3 défenses, puis on verra. Donc, c'est quoi? On va l'avoir notre réponse bientôt. On va l'avoir notre réponse bientôt. Maintenant, il faut dire une chose. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait parlé de Mary Spencer, de son combat contre Maness. Il y avait eu de la controverse un peu, ça n'avait pas été simple, mais elle avait gagné quand même le titre WBA intérim. Depuis ce temps, Marie, elle a été élevée à championne régulière. Première chose. Deuxième chose, le spot de mandatory de numéro 1 s'est libéré parce que Cecilia Brækhus, qui était classée numéro 1 dans le fond des aspirantes à ce titre vacant-là, semblerait qu'elle va monter. Il n'y a rien de confirmé. Là, je t'interromps, désolé, mais ça va être ultra pertinent. Est-ce que j'ai compris ou est-ce que je suis mêlé, mais où qu'on place O'Shea Jones là-dedans? Là? Bon, O'Shea Jones, ça a l'air d'avoir pris un spot depuis le dernier classement, OK? Sauf qu'il y a des rumeurs qui disent que O'Shea Jones ne va pas viser la WBA tout de suite parce qu'elle aurait un combat de prévu contre Femke Hermans. Mais on n'a pas d'annonce officielle tant que ça, puis on ne voit pas ça aboutir. Là. Mais il semblerait qu'elle viserait Femke Hermans en premier. Donc, O'Shea Jones deviendrait la nouvelle mandatory de Mary Spencer sinon. Les deux sont sous le même gérant. C'est un combat qui pourrait encore? Ben oui, les deux sont sous Brian Cohen. C'est les deux filles de Brian Cohen. En même temps, O'Shea Jones contre Femke Hermans, tu veux écouter ça, là? Oui. Donc, j'ai l'impression que Brian Cohen, il ne veut pas nécessairement mettre ces deux filles l'une contre l'autre tout de suite. Il y a de la suite des idées, une unification, c'est bien plus intéressant. Donc, il va essayer de pousser chez Jones comme Femke, ce qui est loin d'être sûr qu'elle gagne. Femke Hermans, je m'en avais dit que c'est 50-50. C'est vraiment un combat qui n'est pas simple pour Femke Hermans et qui n'est pas simple pour O'Shea Jones. Mary Spencer, Claribel Mena, j'ai hâte de voir les prochains classements, là, les classements qui vont sortir en novembre, parce qu'on devrait voir Peterley monter dans les classements, Mena disparaître ou descendre. Et moi, j'aimerais honnêtement voir Spencer contre Peterley. Pourquoi? Parce que Peterley, elle a un style qui matcherait bien celui de Spencer. C'est une boxeuse qui n'est pas simple non plus. Tu sais, quand on parlait de Maness, là, Peterley, Maness, même combat, là, c'est pas des boxeuses faciles à boxer. Mais Peterley avait déjà été approché, si je ne me trompe pas, par Eye of the Tiger à une certaine époque. Il y avait déjà eu comme des tentatives de la convaincre de venir, mais je pense que ça n'avait pas abouti. Mais je ne veux pas garantir ce que je dis là, mais il me semble que j'avais entendu ces histoires-là. Mais maintenant qu'elle est championne régulière, c'est plus le même son de cloche. Mais en même temps, tu sais, moi, je suis toujours preneur d'un classique France-Québec. La fille vient ici. Moi, je ne suis poche en anglais. Fait que là, il y a comme zéro barrière linguistique. On peut parler avec son entraîneur. Puis, tu sais, juste parce qu'une fois, quand Stan Ndam était venu ici, genre, son entraîneur était tellement incroyable. Puis, tu sais, avec c'était-tu
C'était-tu Herman son entraîneur parlait aussi en français? Oui, Là, même Herman elle-même Belge? parle français. Ouais, c'est ça. Fait que ça donne souvent comme une couleur de plus au Ça donne combat. une certaine proximité aussi en entrevue. Hein. On peut être plus direct. Souvent, la mentalité française, c'est d'être direct quand ils répondent. Hein, ils ne gênent pas. Donc, j'aime beaucoup les athlètes français qui viennent au Québec se battre. C'est intéressant, puis ça va toujours attirer l'attention des fans. Maintenant, Peterlé, c'est plus sexy pour elle de venir maintenant affronter Mary Spencer vu qu'elle est championne régulière. C'est sa chance de pouvoir mettre la main sur un titre. Je crois que ça serait viable. Peterlé est une personne très intéressante, by the way. Nonobstant ses talents de boxe, là, parce qu'elle fait quand même bien faire du talent, c'est une gitane à la base, une gitane manouche. Puis, c'est une gitane qui s'est sédentarisée pour sa carrière de boxe, entre autres. Donc, à la base, un peu comme Gypsy King, c'est le même genre de background où ils ont grandi. Là. Donc, elle a beaucoup d'histoires à raconter tout le temps. Elle est bien intéressante. Mais c'est là, je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un de pas instruit, là, mais c'est quoi une gitane? Là? C'est quelqu'un qui se promène? Là? Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas. À la base, c'était des gens qui n'étaient pas sédentaires et qui se promenaient de ville en ville avec un groupe pour aller chercher du travail et tout ça. Ça, c'est l'inverse de moi qui ne sort jamais de Rosemont. Là. C'est ça. Sauf qu'il y en a des. C'est pour ça que même Tyson Fury, on l'appelle le Gypsy King. Son père, lui, carrément né dans une caravane de gitans, là, Tyson Fury. Pour Peterlé, ben, sa famille est aussi de background comme ça, de gens qui. Elle est sédentarisée maintenant parce que justement, elle a besoin de plus de stabilité dans sa vie pour faire sa carrière, mais ça reste qu'elle a des histoires à raconter, un peu comme toute personne qui a vécu ce mode de vie-là d'une certaine manière. Je trouve ça très intéressant, Peterlé, comme fille pour Mary Spencer. Mais au pire, ils n'auront pas besoin de payer une chambre d'hôtel. Elle dormira dans son char devant le casino. Quand même pas, là, quand même pas. C'est pas mal tout, hein, pour le Québec. Ah, oui, ça fait le tour de la scène québécoise, mais là, vu que moi, je suis comme, là, je suis devenu animateur là, pour l'émission, Sénésia Estrada, ouais, c'était mon prochain sujet que je voulais te parler. Moi, je te parle en les sujets que j'ai le plus hâte. Sénésia Estrada, elle avait nettoyé les 105 livres. Elle a détenu des titres à 112. Si ma mémoire est bonne, elle a déjà dû avoir un titre à 108 à quelque part dans sa vie. 2 titres à 108. Elle, là, il y a eu un moment où je pensais qu'elle était imbattable. Okay? Elle est arrivée avec son. Tu sais, de un, elle l'avait l'affaire. Le nickname Super Bad. Le style, hein? Elle knockait beaucoup de gens. Puis là, je me rappelle un soir, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en train d'écouter la boxe. Puis elle affronte une fille qui s'appelait Miranda. Je ne me rappelle pas son nom de famille. Puis la fille, ils disent en bas d'écran, genre 5-0, promoteur, son mari. Puis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? J'aime être une soccer mom. Tu sais. Puis là, ça a duré 5 secondes. Miranda Atkins, ma mémoire est bonne. Puis là, c'est le plus gros mismatch que j'ai vu dans ma vie. OK? Ça a pris 5 coups en 5 secondes. Hey, le combat a commencé, 5 secondes, masse d'oxygène. On pensait qu'on l'avait perdu. Ça n'avait aucun sens. Allez voir ça à la maison. Là. Écoute, là, c'est là que j'ai commencé à la suivre assidûment. Puis moi, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, si j'étais fasciné, mais il n'y avait personne qui pouvait toucher à 105, 108, 112. Puis là, elle nous arrive, boum, retraite surprise, relativement bas âge. C'était ça le but. Hein? Elle disait, moi, je vais être undisputed à 105, 108, 112. Elle disait elle-même. By the way, anecdote sur le combat contre Atkins, il y avait Ross Ember qui faisait son podcast avec Mathieu Casava en anglais dans ce temps-là. C'était une autre époque. Puis il avait critiqué un peu le choix d'adversaire et tout ça sur son podcast à la Ross, hein, la manière que Ross peut le dire les choses des fois. Puis Estrada s'était fâchée. Elle l'avait traité de vieux monsieur. Oui, mais ça a duré 5 secondes. Elle l'avait traité de vieux monsieur. La chicane avait pogné. Il n'y avait pas d'amour. C'est 5 secondes sur BoxRec ou maximum 8. Mais Ross avait dit les choses telles qu'elles étaient. Il n'avait pas rien fait, il n'avait rien dit de mal. C'est juste qu'elle, elle l'avait pris comme personnel au lieu de voir ça comme étant un mauvais matchmaking. Elle l'a pris comme quoi qu'elle avait choisi elle-même son adversaire. Non, c'était une fille de dernière minute. Il y avait comme une circonstance. Yocasta, mais Sénissa, je veux te dire une chose. Moi, j'ai des contacts qui sont proches d'elle. Okay? Beaucoup de contacts qui sont proches d'elle, dont une fille qui est sa grande amie. Fait que j'avais jasé un peu. Quand elle a annoncé sa retraite, j'ai communiqué avec cette fille-là, puis j'ai dit, sa décision était-tu prise depuis longtemps? Puis elle m'a dit,
quand il y a eu le combat au mois de mars contre Yokasta Vaillé, la décision était pas mal prise déjà que si elle gagnait, elle prenait sa retraite. Mais c'était pas 100% décidé. Mais on voit qu'elle a pris une longue période avant de l'annoncer. Elle a eu un mariage au mois d'août avec Chris Mannix. Elle a marié Chris Mannix? Oh oui, là, je te l'apprends. C'est pas le potin. Quand elle a dit elle a eu un mariage avec Chris Mannix, je me demandais si c'était le prêtre, l'officier. Tu sais, non, c'est Chris Mannix, son chum. Ça fait un certain temps qu'elle et Chris Mannix sont en couple, mais c'était caché. Personne ne savait. Donc, quand elle a annoncé son mariage, la rumeur a sorti que c'était avec Chris Mannix, mais il n'y a pas grand monde C'était tellement caché là, comme info que personne n'a vu ça gros. Là. Elle a marié un commentateur de boxe. Oui, elle a marié un commentateur de boxe. C'est un peu comme si, mettons, à une échelle plus petite, Martine Vallière-Bisson puis moi, on se mariait. C'est ça. À plus petite échelle, comme tu dis, mais c'est ça. Tu sais, il faut comprendre que c'est ça, ce qu'elle a dit pour justifier quand elle a annoncé sa retraite, c'est qu'elle avait plus la capacité, c'est le mot qu'elle a utilisé, j'ai plus la capacité de continuer autant physiquement que mentalement. C'est comme ça qu'elle l'a dit. Donc, elle n'arrête pas parce que dans le fond, elle dit, ça fait 23 ans que je boxe, j'ai 32 ans, j'ai des blessures récurrentes. 32 ans, c'est un enfant. Oui, mais je respecte ça, par exemple, quelqu'un qui part au timeline que tu as choisi. Tu sais. Elle part dans la gloire. Elle a d'autres projets qu'elle va divulguer bientôt. Il faut comprendre aussi que le mode de vie est difficile. Chris Mannix, son conjoint, il est parti toutes les fins de semaine. Elle, quand elle est en camp d'entraînement, elle ne peut pas. C'est peut-être que le mode de vie, elle veut peut-être profiter de la vie. Elle a des sous, Seniesa Estrada. C'est pas comme d'autres boxeurs qui boxent longtemps pour faire une belle bourse. Elle les a eues, ces belles bourses. Elle a certainement 1 million quelque part de serré. Est-ce que tu te rappelles, là, je t'interromps. Non, mais vas-y, on jase. Là. Yvon Michel avait un jour, dans une entrevue, avait dit « Kim Clavel deviendra la première boxeuse québécoise à se battre pour 1 million et ce sera contre Seniesa Estrada au Madison Square Garden. » Il avait monté un plan qui menait à la fin Kim contre Estrada. Genre. C'est mort. Oh oui, c'est mort, mais c'est pour donner une idée qu'elle a fait de l'argent. Elle n'est pas la seule boxeuse qui aurait aimé. Il y a d'autres boxeuses qui auraient pu avoir des beaux sous avec des combats contre Seniesa Estrada, puis ça ne s'est pas passé. Une fille qui s'appelle Jessica Neri-Plata, entre autres, qui a refusé une bourse à 6 chiffres l'année passée contre Estrada et qui a préféré aller se battre en Allemagne pour moins. C'est Estrada qui avait brisé comment elle s'appelle, la prospect qui était rendue avec. Mais elle est rendue âgée, mais. C'est pas Marlène Esparza ou qui est arrivée d'ESPN qui a rencontré Estrada un jour sur son chemin. Oui. Mais Marlène Esparza, c'en est une autre qui est fâchée, ça. Moi, je l'ai su de source sûre aussi. J'ai des contacts parce qu'elle voulait sa revanche. Elle attendait sa revanche avec impatience. C'était son money fight. C'était un money fight. C'est le seul money fight pour Marlène. Oui, parce que les gens voulaient voir cette revanche-là à 112 livres. Et elle s'est fait prendre par surprise. Esparza ne s'attendait pas à voir Seniesa Estrada quitter. Donc, le money fight tombe à l'eau d'une certaine manière. Il y a plusieurs gens qui voulaient affronter Estrada parce que c'était le money fight dans ces catégories-là. Et là, elle ne sera plus là. Donc, il va falloir d'autres plans si on veut faire des belles bourses. Est-ce que tu es prête pour la grosse question? Vas-y. Seniesa Estrada ne fait rarement partie de la discussion quand on parle de top 5 livre pour livre. On a des Cathy Taylor, des Claressa Shields qui vont revenir tout le temps. Est-ce que le fait qu'elle se battait dans des plus petites catégories lui ont nuit pour le legacy qu'elle va laisser en boxe féminine? C'est difficile à dire. Je pense pas. Je pense qu'il y a surtout beaucoup de bonnes boxeuses en même temps. Puis, il y a certaines personnes qui la mettent dans le P4P, dans le top 5 d'ailleurs. Depuis qu'elle est Undisputed, ils la mettaient dans le top 5 P4P. Donc, c'est toujours discutable. Mais, tu sais, comme Michaela Mayer n'est pas là, mais elle a tellement eu une bonne année. Mais qu'est-ce que Estrada n'a pas fait que, mettons, mettons qu'on prend Claressa Shields, mais mettons qu'on prend Estrada, je dis, c'est un beau palmarès, là, genre, mettons, Cathy Taylor, ou
elle a été championne dans 3 divisions de poids, elle a unifié. Il me semble Ce qui est arrivé elle coche beaucoup de cases. C'est hors la fin de ma première année. Là. Cathy Taylor était la number one. Elle s'échangeait ça avec Clarissa Shields de temps en temps. Arrive Chantel Cameron un peu plus tôt l'année passée. Bat Cathy Taylor. Donc, elle a passé en avant d'Estrada parce que c'était un statement. Il y a peut-être un côté, le type de combat, justement, effectivement. C'est plus difficile d'aller faire un combat très payant présentement dans cette petite catégorie-là. Mais tu sais, contre Valley, c'était du très haut niveau. Moi, en tout cas, je la mets top 5 moi aussi. Présentement. Là, un top 5 honorifique. Et je lui donne le Hall of Fame à la première année d'intronisation. C'est réglé. Amuse-toi, Sénésia Estrada. On va lui souhaiter une super retraite avec des vrais beaux projets. Puis si jamais elle décide qu'elle veut revenir dans 3 ans, elle est bienvenue. Je vais l'attendre avec impatience. Les bras ouverts, écoute. Elle pourra revenir. Marie-Ève Albert a de la suite d'invités parce que Sénésia Estrada, en prenant sa retraite, laisse des titres vacants. Et là, on parle de sa dernière adversaire, si ma mémoire est bonne, Yokasta Valley, qui va se battre pour le titre vacant de la WBC. Donc là, vous voyez, c'est un podcast évolutif. Les sujets s'enchaînent. Écoute, Laurent, ça s'est décidé vite. Yokasta Valley, elle devait affronter une fille qui s'appelait Yoseline Fernandez 1er novembre. 1er novembre, là, c'est cette semaine. Là. Un petit peu plus tard cette semaine. Oui, c'est vendredi. Donc, vendredi, il y a un show que Yokasta fait, dont Yokasta fait la promotion avec Golden Boy. C'est Yoka Promotion, c'est au Costa Rica, en copromotion avec Golden Boy, chez qui elle est signée aussi. Donc, ce gars-là va mettre en vedette elle-même, sa sœur entre autres, devait affronter Yoseline Fernandez comme combat de retour parce qu'elle a perdu son dernier. Donc, elle devait dire, je vais faire un petit combat comme ça pour me remettre dedans puis me repositionner dans le classement. Mais non, Sénécia Estrada arrive la semaine passée avec sa nouvelle. Puis là, tout d'un coup, tous les titres sont vacants. Donc, Yokasta Valley a changé d'adversaire à la dernière minute pour prendre une fille qui était classée WBC pour pouvoir se battre pour le titre régulier. C'est Elisabeth Lopez-Corzo qui va être son adversaire. La WBC a autorisé ça. Mais j'ai des questions, Laurent. Puis là, tu vas sûrement me dire, je te vois déjà, tu vas me dire, ouais, mais c'est de la corruption. Ou, ben c'est toujours de même avec les associations. Non, je vais te répondre la vraie réponse. Okay. Regarde, Laurent, si je reviens en arrière, Sky Nicholson, quand elle s'est battue pour devenir championne intérim, le jour où Serrano a abandonné son titre WBC régulier, on a offert à la championne intérim Sky Nicholson d'être élevée championne ou de faire un combat pour affronter sa mandatory tout de suite, qui était Mahfoud. C'est la solution que Nicholson a choisie. Elle voulait gagner. Elle ne voulait pas être élevée championne. Elle voulait avoir une chance de gagner son titre. Donc, souvent, les associations vont fonctionner comme ça. Quand ils élèvent un champion, ils vont ordonner rapidement un combat ou on dit tout de suite, on ne t'élève pas champion, mais tu peux t'affronter tout de suite ta mandatory. Dans le cas ici, Yokasta Valley est comme classée la numéro 1, mais ce n'est pas elle la championne intérim. La championne intérim, c'est Umi Ishikawa, une japonaise, qui a gagné son titre au mois de mai. Okay? Je comprends ce que tu veux dire. Donc, présentement, quand j'ai vu que c'était Yokasta Valley contre Corzo, qui était annoncé pour le titre régulier, j'ai écrit à Umi Ishikawa parce que je la connais. J'ai dit, j'ai écrit à Mauricio Soleiman. Non, mais j'ai dit, je vais poser la question à la championne intérim. J'ai dit, t'ont-tu offert le combat, puis c'était 3 dernières minutes, parce que ça aurait pu être ça, puis on lui promet, mettons, le next ou quelque chose comme ça. Là, je suis sûr qu'elle n'a jamais rien, personne n'a Ils n'ont jamais communiqué avec. Puis là, elle est un petit peu en état de choc de ça. Elle dit, c'est comme si on ne m'élève pas, contrairement à d'autres, on donne tout de suite la numéro 1, la chance de se battre contre un titre vacant. Là, je vais te dire, dans un monde idéal. Okay? Vas-y, dis-moi ça. Explique-moi, parce que moi, je ne comprends pas. Dans un monde idéal, la WBC, là, le vieux règlement, si ma mémoire est bonne, c'est qu'ils ont comme un conseil d'administration. Puis là, quand ils votent aux 2 tiers, tu peux à peu près faire n'importe quoi, comme affronter quelqu'un qui n'est même pas dans le top 40 pour défendre un titre. J'imagine, si on évoque une certaine logique à moi, là, mettons que j'essaie d'être corrompu, Yokasta Valley, parce que ça a été compétitif contre Estrada, parce qu'elle arrive avec un nom qui est très respecté. Si j'étais sur le conseil d'administration, je dirais on la laisse faire son combat, on la laisse prendre le titre WBC, mais on l'avertit qu'il y a tout de suite un appel d'offres pour affronter l'autre fille. Ça, ce serait ce qui est
logique et acceptable. C'est ça que je vois aussi, mais c'est pas le cas présentement. Ça se peut que tu fasses pas ça, non? Moi, j'aurais pensé, peut-être, on aurait pu dire, au lieu d'élever Omi Ishikawa, on aurait pu offrir à Omi Ishikawa d'affronter Yokasta, justement, tout de suite au champion. Mais c'était trop vite. Omi Ishikawa, ce qu'elle m'a dit, c'est que la convention WBC approche, là, début décembre. Ils vont aller chialer. Ils vont essayer d'amener... Est-ce qu'elle est avec Tekken Promotion? C'est une japonaise? Je ne sais pas. Parce que je sais qu'au Japon, il y a quand même des groupes de promotion qui sont assez forts là, pour arriver avec des avocats, puis se plaindre, puis chialer. Là. Fait que là, j'imagine qu'ils vont être capables de gagner leur cause. Moi, elle m'a dit, je veux qu'on ordonne le combat contre la gagnante de 1er novembre. Parce que à quoi te sert de payer un frais de sanction? L'affaire aussi, c'est l'autre affaire que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des coûts aux ceintures en fonction du type. Puis une ceinture intérim, c'est beaucoup plus cher et c'est censé t'amener un avantage. Ça coûte la palette. Donc, c'est vraiment beaucoup plus cher que, mettons, un WBC international. C'est pas la même chose. Là, ça, là, on met Vallée de côté. Là. Ouais. Mettons là, qu'ils se sont tournés vite de même pour le titre WBC. Pourquoi Makim ne se battrait pas pour la WBA le 14 si on est fin finaux? Du coup? Yvon Michel, il t'écoute, il m'a dit qu'il t'écoute passionnément. Fait que 2-3 téléphones, il a tous les numéros dans son calepin, lui, là. Moi, je pense que c'est pas impossible parce qu'on peut toujours dire elle a déjà été championne, nanana. Je pense qu'ils vont vouloir qu'elle fasse, probablement les associations vont demander qu'elle ait au moins un combat classé à minimum weight pour être en mesure d'aller mettre un ex, mais ça ne veut pas dire que Michel n'a pas déjà fait ses appels. C'est quand même une ancienne championne du monde. Fait que des fois, ils vont être plus. Il y aurait moyen d'être lousse. Ça ne veut pas dire qu'Yvon Michel n'a pas déjà fait des appels pour dire regarde, à ce bol 14, elle va faire son premier combat à minimum weight, en catch-weight, mais est-ce qu'on peut l'avoir pour, mettons, le mois de mars ou le mois de février? Moi, je la garocherais direct en championnat du monde. Quand c'est Kim, on peut jouer on peut jouer les raccourcis. Ça serait en tout cas, Kim a toutes ses chances. Rien qu'à voir comment Yokasta réussit à se faufiler pour avoir le titre vacant rapidement, là, en bypassant toutes les règles comme de la mandatory, puis pas de la mandatory, mais des intérims, puis tout ça. Tout est possible en boxe. Je serais jamais surprise. Comme je te dis, mais je trouve pas ça injuste si la japonaise a tout de suite accès au titre. Je vais trouver ça injuste si on skip la japonaise. Ouais, voilà. Fait que moi, je surveille ça de près. Je vais continuer de jaser avec Omi Ishikawa pour savoir où s'en est son dossier parce que vraiment, tu payes pour des frais de sanction. En théorie, tu veux avoir ta chance quand c'est ton tour. Je vais le résumer comme ça. T'as-tu regardé le combat de Raven contre Sky Nicholson en Arabie Saoudite? Sky contre Raven? Non, je n'ai pas regardé. C'est la sous-carte, la belle sous-carte d'Arabie Saoudite qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps. Premier combat. C'est le premier championnat du monde féminin en Arabie Saoudite en boxe. J'avais des grosses attentes, là. Mon Dieu, que j'avais des grosses attentes. Parce que tout le monde nous avait fronté ça comme étant un match-up équilibré. Raven qui a beaucoup de punch. Sky qui a beaucoup de technique. On se disait si Raven a la bonne stratégie et est capable de casser la distance de Sky, là, rentrer à l'intérieur, ça pourrait être dommageable parce que Sky, elle lance pas beaucoup de volume, puis elle lance des single punch, tu sais. Elle fait pas beaucoup de combinaisons. Donc, Raven, elle, c'est tout l'inverse. Fait que moi, j'avais hâte. Puis on voyait Raven toute la semaine, bien relax en Arabie Saoudite, mes amis. Elle avait l'air d'être en contrôle de la situation. C'est pas tout ce qui s'est passé. My God. Écoute, c'était décevant. Pas parce que j'aime pas les deux filles, mais Raven, on dirait que, tu sais, je dis, avait-tu un plan B? Mettons que ça marchait pas, son plan A. C'était même pas ça. On aurait dit qu'elle avait même pas de plan A. C'est aussi pire que ça. Sky a fait ce qu'elle voulait de Raven Chapman du début à la fin. Tu sais, Sky avec son allonge, ses beaux déplacements, sa gestion du ring, son économie d'énergie. Elle a dominé, sincèrement, elle a dominé. Elle a dominé l'autre, puis bye-bye, on passe à autre chose. C'était pas compétitif du tout comme combat. Pratiquement, toutes les rondes allaient pratiquement à Sky. Là. Il n'y avait même pas un petit peu de compétition là-dedans. J'ai été déçue parce que c'était une tribune pour les femmes en Arabie Saoudite. Si ça avait été un combat très spectaculaire, peut-être que notre amie Turquie, notre excellence Turquie aurait peut-être dit on m'en en remettre d'autres. Mais là, on dirait que c'est raté. Je peux comprendre si tu comprends mon point de vue. On dirait que c'est comme ça fait patate un peu. Le premier combat, c'est un peu comme la carte de visite, mais en même temps, tu connais l'expression, là, tu sais, une fois n'est pas coutume. J'espère que Turquie va se dire
je vais leur donner une autre chance. Mais oui, je comprends ce que Mettons tu que veux tu avais dire. mis là, Michaela Mayer contre Sandy Ryan. Là. Moi, Ou c'était un Delphine Person contre Cathy Taylor. quelque chose de même. Là. Mais ça, Ouais, je Turquie comprends. aurait dit ça c'est winner, ça c'est vendeur, let's go, on va en mettre d'autres. Mais là, j'ai trouvé ça plate comme combat. En Ouais, plus, il n'y avait pas de volume, là, c'était pas bien organisé. Non, mais il faut qu'on espère que Turquie est un homme intelligent, ça, j'en doute pas. Puis il va juger la boxe féminine quand il va avoir un échantillon plus large. Là, c'est ce qu'on peut espérer. Sky est un petit peu squeezée présentement. Elle est prise un peu parce que Serrano a encore 2 titres. Puis elle a clairement une dérogation pour ne pas les défendre à 126 livres parce qu'elle est à 140, puis on ne sait pas trop ce qu'elle va faire avec. Fait que d'ici la fin de l'année, elle ne va pas avoir à prendre de décision sur ces titres-là. Probablement au début de l'année prochaine, ils vont lui dire là, il faut que tu décides ce que tu fais avec tes titres de 126 livres. Puis elle va sûrement les laisser. Parce que après le combat contre Cathy Taylor, Serrano va avoir d'autres options à 130, à 135, des combats plus payants qu'affronter Sky Nicholson à 126, déjà qu'elle a été undisputed. Maintenant, pour Sky, elle pourrait dire je vais affronter ma mandatory tout de suite, Tiara Brown, parce que ça fait 1 an que Tiara Brown ne la lâche pas dans les médias sociaux, puis elle dit qu'elle va y péter la gueule. Fait que il y a une forme de rivalité là-dessus, puis il n'y a pas si longtemps, Sky a dit qu'elle allait faire Chapman puis Tiara Brown une après l'autre pour se débarrasser de ça, puis après ça, partir en unification. Donc, l'autre option, ça serait d'affronter Nina Menke en unification, parce que Nina Menke a gagné, on en a parlé au dernier podcast, au dernier épisode, a gagné le titre IBF. Sinon, elle pourrait monter à 130, Skype, mais tant que sa bonne chum, là, sa meilleure, sa BBF, comme on dit, sa meilleure amie Alicia Baumgartner a tous les titres, il n'y a pas d'avantage pour elle à monter à 130. Elle n'affrontera pas sa BFF. Yes. Elle n'a pas d'avantage à affronter sa meilleure amie à 130 présentement. Il y a peu de boxeurs qui le font comme ça gratis. Moi, ma meilleure amie est à 126. Ouais, tu l'affronterais-tu dans un ring si tu étais boxeur? Ouais. Ah ouais? Ouais, mais on ferait la promotion au travail. Genre, ils ont grandi ensemble. Ils règlent ça dans le ring. On aurait une bourse en conséquence. Puis... Ouais. Peut-être. Fait que je sais pas. Si tu me dis que ça peut se faire, peut-être. Moi, je crois pas que tant que Baumgartner n'a pas pris de décision sur ses titres, Sky va monter. Donc, elle va probablement s'attaquer à Nina Menke en attendant de voir si Serrano laisse ou pas, ou prend. C'est pas mal ça que je m'attends dans les prochains 6 mois pour elle. On va dire ça. Mettons Tiara Brown au mois de décembre. Là. Puis après ça, au mois de mars, Nina Menke. Ou au mois d'avril, Nina Menke, ça ferait du sens, à mon avis. Là. Puis après ça, avec 2 titres, ben, elle fera bien ce qu'elle veut. Peut-être que Baumgartner va avoir décidé de monter à 135 livres puis abandonner les titres à 130 aussi. Il y a des money fights pour Baumgartner à 135 livres. Si Serrano descend puis elle monte, à mi-chemin, ils peuvent faire un combat de millions. Ça peut être intéressant aussi. Même Serrano pourrait descendre à 130. Bref, je voulais juste te dire que j'étais déçue de ce combat. J'aurais aimé une meilleure visibilité pour les femmes que ça en Arabie Saoudite parce que c'est là que ça se passe présentement. Il y en aura d'autres. Oui, mais je vais te croire sur parole. T'as-tu vu Shannon Courtney? C'est horrible. Hey non, j'ai pas. On dirait que je suis pas à jour. Tu te rappelles-tu? On avait parlé de l'adversaire. C'était une Brésilienne, Ramos. Tacone Ramos. Mais oui, mais j'avais vu. J'avais fait mes études là, sur BoxRec, puis j'étais arrivé avec. J'étais arrivé avec ça, Ramos. Puis tu sais, moi, des fois, je regarde BoxRec, puis là, je fais l'erreur de regarder les derniers combats. Puis là, je te disais, ils sont pas pires. Non, c'est l'autre que je trouvais pas pire. Puis celle contre Courtney, je la trouvais pas. Finalement, c'est l'inverse qui est arrivé. Courtney s'est fait surprendre. Mais elle avait, c'est niaiseux ce que je vais dire, mais la Brésilienne, elle avait un visage dur sur BoxRec. Puis quand je regardais le face-à-face à peser, elle avait l'air vraiment en bonne condition physique. Là. Pour moi, je ne sais pas si Courtney s'est fait jouer un tour parce qu'elle avait sous-estimé cette fille-là, mais cette fille-là est arrivée prête, hein, la Brésilienne qui était la underdog. Moi, je ne pense pas qu'elle s'est fait jouer un tour. Je pense que Shannon Courtney, elle a des questions solides, sévères à se poser. Il faut qu'elle se pose les bonnes questions. Parce que quand on parle des fois de faire le combat en trop, là, j'ai l'impression qu'elle est sur le bord du combat en trop, puis elle n'est pas vieille là, pourtant. Mais Shannon Courtney, dans le fond, depuis qu'elle a perdu son titre sa balance il y a 2 ans contre Jamie Mitchell parce qu'elle n'avait pas fait le poids, elle a eu de la misère.
Elle a fait une longue inactivité. Elle a eu une victoire contre une Journey Women il n'y a pas si longtemps, mais elle a fait une longue inactivité. Elle a eu des problématiques de santé mentale. On sait qu'elle a de la misère avec le poids. C'est une fille de 118 livres en vrai, mais elle a beaucoup de misère à faire 118 livres. Puis dans le fond, son dernier combat, c'était à 126, juste pour te dire. Là. Il y a beaucoup de choses dans sa boxe qui ne sont pas à point. On dirait qu'elle n'est pas toute là mentalement. Ça a donné ce que ça a donné. Catherine Taconnet-Ramos, elle a mérité. C'était un combat serré. Hein? C'était un juge arbitre. Il a donné 58-56 à l'adversaire. Mais c'était mérité. Puis il aurait pu... Si ça n'avait pas été en Angleterre, là, elle aurait eu moins que ça. Là. Elle aurait eu moins que ça, Courtney. Là. C'était vraiment pas élégant. Il n'y avait rien de convaincant dans sa boxe. Fait que je peux pas dire... Tu dis, s'est-tu fait prendre? Je pense pas qu'elle s'est fait prendre. Je pense qu'elle n'était pas prête tout court pour faire un retour. Puis là, je me pose des questions. Parce que, tu sais, quand ils ont annoncé qu'elle avait un combat, là, son nom est sorti aussi dans une annonce que Lou DiBella avait faite, qui voulait organiser un tournoi à 8 à 118 livres. C'est mort dans l'œuf, by the way, ce projet-là. T'as remarqué, là, je veux pas, mais en même temps, je pense pas que Lou, il parle super bien français. Mais t'as-tu remarqué que ça fait comme plusieurs tournois, là, avec Lou, puis tu sais, même avec un moment donné, Yvon Michel, t'es au travers, on va faire un tournoi, Ça aboutit jamais. Hey, annoncez-les donc quand c'est fait. C'est parce que des tournois, là, ça coûte cher. Il faut que tu sois sûr de comment tu vas payer ton monde, comment tu vas vendre tes billets. Le tournoi d'Ibella, ça n'avait pas de sens. On dirait qu'il n'y a aucune boxeuse qui avait été mise dans le 8 qui voulait affronter Dina Torslund. Qui était au courant, qui se battait. Non, mais tu sais, il y en a une qui est championne, qui est Dina Torslund, qui se battait justement en fin de semaine en défense optionnelle. Elle a 2 titres, puis plus le Ring Magazine. Personne ne veut l'affronter. C'est un tournoi à 8, mais les 7 disent en dernier Dina Torslund. En partant, tu as un problème. Ça peut pas marcher de même. Tu peux pas dire battez-vous. Tu peux donner un bail comme au tennis. Ben ouais, mais tu sais, à un moment donné, il faut que quelqu'un l'affronte aussi. La pauvre fille est meilleure que les autres, est supérieure que tout le monde dans la catégorie. Si tu veux faire avec ça, si tu peux pas organiser un tournoi, mettre son nom, puis personne ne veut l'affronter. Déjà en partant. Mais Courtney, là, son nom était sorti dans ce tournoi à 118 livres-là. Ça fait 0 sens vu qu'elle s'est battue à 126, déjà en partant dernièrement. Il n'y a rien dans sa boxe qui me laisse présager que ça va s'améliorer. Je m'inquiète sincèrement parce que souvent, on veut faire le combat. On dit on va s'en sortir, on va sortir la tête de l'eau, puis on finit par faire un combat où on a des dommages permanents après. Là. C'est aussi pire que ça. J'avais l'impression que Courtney, elle n'avait pas non seulement la préparation, elle n'avait pas la motivation, elle n'avait pas la préparation, puis elle n'avait pas la forme physique pour continuer d'être à haut niveau. Il ne reste plus grand-chose. Ben, c'est ça. Moi, je me dis, tant qu'à ça, arrête pour vrai. Hey, c'est une inactivité, là. Tu as eu 1 an plus qu'1 an pour revenir. Ça fait quasiment 2 ans qu'elle ne s'est pas battue en vrai. Fait que tu reviens, puis tu as de la misère de même sur un 6 rounds quand tu as été championne du monde avant. Ça devrait pas, là. Tu sais, c'est un 6 rounds, puis l'adversaire était correct, mais c'est pas une grande adversaire. Oui, elle a bien fait. Elle s'est surpassée. La fille a progressé toute, la Brésilienne, mais une ancienne championne du monde est supposée savoir quoi faire avec ce type d'adversaire-là. Je sais pas, je m'inquiète un peu. Dans ma tête, ça fait pas de sens que cette fille-là continue de boxer. Je m'attends à ce qu'elle va vouloir se reprendre, mais trop peu, trop tard, peut-être. Parfois, t'es mieux d'arrêter quand ça fonctionne plus. Là. C'est un sport de combat, là, on parle pas de basketball. Bien dit. Ma chouchou, je veux te parler de ma chouchou. Ah, elle a juste 19 ans. Es-tu cute un peu? Es-tu merveilleuse? Je l'aime tellement. Excusez, j'ai fait ma groupie là, pour vrai. Je pense très important aussi. On parle beaucoup d'éthique journalistique. Oui, mais je ne suis pas journaliste. J'ai écouté aujourd'hui, il y avait un monsieur à radio, il a fait une demi-heure sur l'éthique journalistique. Et c'est très important dans les podcasts de sport de ne pas avoir de billets de faveur. Comme moi, j'ai aucune préférée en dehors de Martine Vallière-Bisson. C'est important. C'est sûr, c'est sûr. Non, moi, je dis tout le temps que je suis un média alternatif, donc je peux dire ce que je veux. Je sais, là, parce que je faisais... Puis je peux dire que j'aime Fran Hennessy. Je l'aime vraiment. C'est une jeune fille que je trouve rafraîchissante. Elle se bat 118, 122 présentement. Elle a comme 19-20 ans. Elle a grandi dans le boxe. Son père, c'est lui qui est Hennessy Sports. Il était gérant de Savannah Marshall. Il l'est encore d'ailleurs. Elle a grandi en regardant Savannah Marshall faire du sparring, puis suivre tout ça. Puis elle a décidé à un moment donné de faire le saut puis de boxer elle aussi.
passe ses pros chez Boxer, puis je trouve qu'on construit bien sa carrière. Parce que la petite, on lui amène une progression d'adversaire. Puis là, dernièrement, elle a eu une adversaire. La fille s'appelait Ana Carla Vaz de Moraes. C'est une autre brésilienne. Je ne sais pas si tu te rappelles la pesée, Laurent, tu m'avais dit, mon Dieu, la guerre est pognée. Puis là, les odds sont en train de changer un peu. Oui, le combat, je me rappelle, était favorite à 9 contre 1. Puis après, la pesée, c'était rendu 4 contre 1. Puis là, moi, c'est par hasard, je fouillais Twitter, puis il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce qui se passe? Les odds, il appelle ça line are moving. Puis là, dans ce temps-là, ça veut dire que l'argent des pros, là, genre l'argent des parieurs, ça s'en va sur l'autre fille. Fait que là, je me disais, OK, qu'est-ce qui se passe? Genre? Puis là, j'étais curieux. Ça devient plus payant quand tu gagnes ton combat après ça. Mais ouais. Honnêtement, cette fille-là, c'était son premier beef. Elle est toute jeune, puis il faut qu'elle apprenne à. Elle a eu du bœuf. Ben ouais, mais à un moment donné, il va y avoir de la rivalité. Il va y avoir des gens qui viennent ici avec l'idée de te péter la gueule ou de faire un statement, comme on dit. Elle, la Brésilienne, elle arrivait puis avec l'idée de c'est pas vrai, ma petite jeune, que tu vas me faire la morale, puis tu vas venir m'écœurer avec ta boxe de petite jeune. Moi aussi, j'ai de l'expérience. Moi aussi, j'ai de l'expérience. Puis le beef est arrivé, la rivalité est arrivée à la pesée, puis même à la conférence de presse. C'est sa première. J'ai trouvé qu'elle l'a géré de façon quand même assez. Elle a donné un spectacle, mais elle a su, dans le ring, faire le travail. Moi, c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir si la petite jeune allait monter dans le ring émotive ou pas. Et elle n'est pas montée dans le ring émotive. J'ai trouvé qu'elle a bien fait ça. Elle a dominé de A à Z. C'était pas une domination totale, c'était un 78-74, mais c'était suffisant avec tout ce qui s'était passé. Puis la qualité de la boxeuse était vraiment bonne, l'autre boxeuse, quand même. Okay, là, elle est déjà rendue à 8 rounds malgré ses. Si je ne me trompe pas, c'est son premier 8 rounds. Puis la seule chose que je veux qui se passe avec cette jeune-là, c'est qu'on la fasse progresser à un rythme décent. Parce que là, elle était à 8 rounds, c'est correct. OK? Mais c'est stack, là. À 118, 122, tous les titres sont pris, puis il y a beaucoup de vedettes qui ont les titres. Des Ellie Scotney de ce monde, des Dina Torslund de ce monde. C'est pas le temps d'envoyer la petite jeune de 20 ans tout de suite dans la gueule du loup. Bâtissez-la tranquillement. Amenez-y des adversaires pour qu'elle fasse des bons rounds. Amenez-y des filles pour lui montrer différents styles de boxe. Des gauchères, des power punchers, des filles qui vont de l'avant. Des petites, des grandes. Non, mais tu sais, c'est le temps de la bâtir puis d'y amener plein d'adversité, sans la mettre trop en danger. Je vois un parallèle ici avec, puis moi, j'avais vu ça comme un drame, Alexa Kubicki qui est super jeune. Puis là, elle avait perdu ici à Montréal. Puis là, moi, j'étais c'est dramatique. Puis là, dans le fond, ils ont juste comme. Ils ont continué, puis ils ont passé à d'autres choses. Puis ils ont fait un step back, le clan Kubicki, puis ils ont dit on va te bâtir le gérer la suite des choses. Puis là, il va y avoir un beau combat en décembre, Kubicki aussi, contre une adversaire aussi en progression. C'est ça qu'il faut faire avec les jeunes femmes. Puis c'est ça que je trouve qu'ils n'ont peut-être pas fait avec Mary Spencer, faute d'adversaire. Non, mais elle a quand même 2 fois et demi l'âge des filles qu'on parle. Mais ça reste que ça paraît quand tu fais juste des 1 round, puis on t'amène Femme Kermans d'en face. Il faut au moins qu'on t'amène de temps en temps une fille qui peut faire 8 rounds ou 7 rounds. Ils tombaient toutes, c'est pas de sa I know. Mais c'est le manque d'adversaires dans ces catégories-là. Quand elle a assommé, quand Spencer assomme la fille ne veut pas revenir après le premier round, là, ils l'ont ramené contre du gros. Non, mais ils l'ont ramené après contre du meilleur calibre, puis là, elle a fait plus de rounds. Je pense que c'est elle qui a affronté O'Shea Jones après, puis ça n'a pas fini au premier. Genre, exact. C'est des circonstances. C'est des circonstances, mais sauf que pour Mary Spencer, c'est pas payant. C'est pas payant. Mais pour Fran Hennessy, pour Alexa Kubicki aussi, ils peuvent se permettre de jouer un peu avec les styles de boxe puis la bâtir solide parce qu'elle est jeune. Son prime n'est pas tout de suite. Là. Il est dans un bon bout. Dans 5 ans, là, on va pouvoir commencer à dire qu'elle approche son prime. Fait que moi, je ne vois pas pourquoi on serait pressé. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à l'avoir boxée parce que la fille est joyeuse, elle est drôle. C'est une ticket seller aussi, une vendeuse de billets. Elle a son fanbase en Angleterre. C'est une fille qui chante dans ses marches au ring, qui donne des entrevues, Je trouve qu'elle a une belle personnalité et ça va amener probablement beaucoup de couleurs à la boxe britannique. Quand d'autres vont prendre leur retraite, ça prend une relève qui est capable de vendre des billets. T'sais. Elle est là. Elle est là, puis elle est présente, puis elle aime tellement ce qu'elle fait. Une fille à découvrir, c'était ma recrue de l'année 2023, Fran Hennessy, et je vous garantis que cette année, je lui donne un autre prix, c'est sûr. Tu
Tu vas y trouver quelque chose. J'ai déjà des idées. Le prix de la deuxième année. Non, mais je pense qu'elle pourrait s'enligner vers le prix de la meilleure progression parce qu'elle progresse vraiment vite. Puis j'aime ce que je vois dans le ring. J'aime comment elle sait prendre du recul face à une pesée plus, mettons, tumultueuse. J'aime comment elle montre qu'elle a de plus en plus d'outils dans son coffre. Parce qu'au début, on ne voit pas grand-chose d'elle, mais là, elle se dévoile de plus en plus dans sa boxe. Avec du 8 rounds, là, on peut voir assez d'elle. Tu sais, du 4 rounds, c'est dur de jauger quelqu'un, mais là, elle est rendue à du 8 rounds, puis on voit qu'est-ce qu'elle est capable de faire, puis d'un combat à l'autre, on voit qu'elle fait mieux. Donc, c'est ça que j'aime de cette boxeuse-là. Allez la suivre, si vous ne la suivez pas déjà, parce que ça va devenir une star, Fran Hennessy. Elle a tout pour devenir une star. Elle est vraiment intéressante. Rapidement, je vais te parler de ma belle Ségolène Lefebvre, qui avait perdu un petit peu plus tôt cette année son combat contre Elise Cottenay, avait perdu son titre WBO en Angleterre. Elle n'avait pas performé à la hauteur de son talent. Puis là, oups, t'es disparu, Laurent. Là, j'ai accroché un piton. OK, bonjour, rebonjour. J'allais dire qu'elle affrontait une fille qui s'appelle Juliana Basualdo, qui est une fille d'Argentine, qui est quand même bien classée, une bonne boxeuse, pour le titre WBA Gold des 122 livres. Donc, on comprend qu'avec le titre Gold, on en parlait un peu plus tôt, c'est un des titres payants dans les classements. Parce que quand tu gagnes le Gold, en théorie, c'est un laissez-passer pour être presque mandatory, en théorie. Donc, pour devenir la mandatoire d'une fille qui s'appelle Nazarena Romero à 122 livres. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Ségolène a quand même gagné son titre Gold, mais le combat s'est terminé au 5e round après un arrêt. Dans le fond, il y a eu un coup de tête non intentionnel au 4e, mais comme les 4 premiers rounds ont terminé, le combat a pu être enregistré comme un combat qui compte. L'adversaire avait une prune, là, comme dans les films, une prune géante dans le front. Il n'y avait pas de sang. C'était accidentel. C'était accidentel, donc on n'a pas pénalisé personne. Ségolène avait une petite coupure, l'autre avait une prune, puis ils ont décidé que même s'il n'y avait pas de sang, ils arrêtaient le combat par mesure préventive. Ils ont arrêté le combat sur le coup? Pas tout de suite. Ils ont laissé les 4 premiers rounds terminés, puis au 5e, ils ont décidé que... C'est quand même assez complexe, mais pas complexe, mais si tu es dans le camp de celle qui est défaite, tu dis... Le coup de tête étant arrivé dans les 4 premiers, moi, je ferais un protêt pour dire no contest. C'est pas arrivé au 5e, le coup de tête. Hein? Non, parce qu'ils n'ont pas commencé le 5e. Dans le fond, ils ont fait les 4 rounds, sont allés au coin, et après ça, ils ont amené le médecin, puis le médecin jasait avec l'arbitre, et la décision s'est prise là. Techniquement, ça devient 4 rounds complétés, on peut aller au juge, mais moi, je me serais défendu en disant... Pire que ça, c'est une décision partagée. Parce que 4 rounds, on s'entend, c'est comme un début pro, là. Ça va vite. Puis, tu sais, c'est pas assez pour pouvoir jauger vraiment d'un titre, pour pouvoir déterminer qui mérite un titre. 4 rounds, ça peut aller vite. Il suffit qu'un juge ne voit pas la même affaire que l'autre dans un round serré. Non, mais on est vraiment pas loin du no contest. On n'est pas loin du no contest. Si tu laisses pas le round finir, c'est un no contest. C'est un no contest. Donc, Ségolène, elle ramasse le gold sur une décision partagée. C'est pas aussi satisfaisant. Ben, tant mieux pour elle, parce que comme on a dit plus tôt, tu pars avec le titre puis tu avances. Hein, c'est comme ça. Sauf que c'est pas satisfaisant parce que tu viens de perdre un combat en Angleterre où tu n'as pas performé à la hauteur de ce que tu t'attendais. Puis là, ben, tu veux montrer que tu as tout repris tes esprits puis que tu es revenu celle que tu étais, mais tu n'as pas assez de temps pour le montrer. Puis tu as une bonne adversaire en plus. C'était pas une faire-valoir. L'adversaire était quand même solide. C'est une fille qui avançait, qui donnait des bons coups. Il y avait des beaux échanges. Dans le fond, c'était un combat difficile à juger aussi parce que tu as d'un côté la fille d'Argentine qui va de l'avant puis qui lance beaucoup de volume. Puis Ségolène, elle, c'est une fille qui fait de la contre-attaque. Donc, elle va être moins dans le volume, elle va consentir parfois de prendre quelques coups, mais avec son allonge puis tout ça, elle va placer, sa contre-attaque est excellente, là. C'est vraiment sa force. C'est une belle boxeuse de contre-attaque. Ici, elle n'a pas pu montrer ça en 4 rounds. Moi, je ne peux pas dire « Ah, oh, hey, c'était serré ». Non, c'est pas serré. 4 rounds, c'est elle peut lui offrir une revanche. Elle pourrait lui offrir une revanche. Je ne sais pas si ça va arriver. Une chose est sûre, avec le Gold, tu vas de l'avant. Elle devrait se rebattre au printemps. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est. Ségolène, elle se bat 2 fois par année. Elle n'a pas de promoteur, donc ils organisent des galas chez elle. Il y a quand même des coûts, puis il faut s'organiser. Mais à 2 fois par année, elle devrait être autour du mois d'avril-mai, je dirais. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais j'aurais aimé en voir plus. J'ai été déçue que ça se finisse rapidement. J'ai été déçue que ça se finisse de cette manière-là pour l'adversaire aussi parce que tu te déplaces puis c'est pour un gold.
Tu as envie au moins de montrer ce que tu sais faire. Même chose pour Ségolène. J'aurais aimé voir un combat plus avancé, mettons, avant l'arrêt. Il n'y avait pas de sang ni rien, donc c'est peu de contester. Je ne connais pas les règles d'arrêt. Parfois, tu es plus sévère. Une chose, souvent, quand il n'y a pas de sang, on se pose tout le temps la question. Tu vois que l'Argentine ne comprenait pas. Puis Ségolène aussi ne voulait pas que le combat soit arrêté parce que les deux savaient que c'était un combat serré. C'était risqué pour les deux de l'arrêter après 4 rounds. C'est fait. On avance. On avance. Mais c'est ça. Parfois, les décisions, des fois, le boxeur n'a pas d'incidence sur la décision qu'un arbitre va prendre avec un médecin, mettons, ou un coin. Là. Le combat que tu n'as pas pu prendre parce que je pense que je suis juste allé dormir. J'ai vu que c'était sur ProBox dans la gratuité. Et... Oui, je l'ai pris sur ProBox TV. Écoute, j'étais contente. Je pensais que j'allais devoir être dans l'illégalité. Puis il me trouvait un feed, puis je tombais que c'était sur ProBox. Alors j'ai fait ouh, ça va être super. J'ai regardé ce combat-là. J'étais excitée parce que c'était la première défense de Miyu Yoshida en 1 an, depuis qu'elle a gagné son combat contre Ebanie, puis qu'elle a pris le titre à Ebanie Bridges. Tu sais, si on recule en arrière, on se rappelle comment ça s'est passé, OK? À la base, il y a déjà eu un combat entre Miyu Yoshida et Shureta Metcalf l'année passée. C'était un combat organisé, puis Metcalf avait gagné une décision contre Miyu Yoshida dans le premier combat. 3 semaines après, Ebanie devait affronter une fille qui s'appelle Avril Matty, une Australienne, qui s'est blessée. Donc, ils ont décidé d'offrir à la dernière minute à la perdante de Metcalf Yoshida, donc à Miyu Yoshida, la chance de faire la défense optionnelle d'Ebanie. Une belle histoire, genre une mère de famille négligée à 14 contre 1, prend le combat, je pense que c'était à 20 jours de Même distance. pas 20 jours, même pas 20 jours. Puis, elle gagne, puis de façon décisive, c'était même pas serré. Donc, Miyu Yoshida gagne cette ceinture-là, elle est chez Lou DiBella, donc, comme beaucoup de fois avec Lou DiBella, ne la défend pas pendant 1 an parce que c'est long organiser des combats, des fois chez Lou DiBella, je ne sais pas pourquoi. Elle a fait quelques rounds en TCL, pareil, dans l'intervalle. On l'a vu 2-3 fois cette année en TCL, si je ne me trompe pas. Alors, pour les gens à la maison, le TCL, c'est le Team Combat League. Ça a souvent lieu dans la région d'Atlanta et c'est étrange, là, un boxeur peut boxer 3 ou 4 rounds séparément, puis il y a un système de pointage où tu es dans une équipe de 4. C'est un peu comme les Survivor Series à la lutte, mais plus compliqué. C'est des rounds de 3 minutes, même pour les femmes en TCL. Donc, Miyu Yoshida fait de la TCL. Puis là, c'était sa première défense optionnelle et Metcalf et sa mandatoire. Parce que c'est elle qui avait gagné le titre contre elle-même, le titre qui la mettait mandatoire l'année d'avant. Donc, c'est l'IBF. L'IBF, ça n'a pas été ordonné. Ils ont devancé l'IBF. Ils ont dit, on fait tout de suite la défense optionnelle. Et là, le combat commence, puis c'est pas élégant. Chaque fois là, que je les voyais là, avancer, je me disais, mon Dieu, que c'est pas beau. Déjà, c'est gratuit. Oui, mais c'est parce que c'est pas tant que c'était pas intéressant à regarder. C'était juste pas élégant. Parce que oui, il y avait des échanges. Puis d'un point de vue d'un fan qui regarde ça, il va dire, OK, il y a quand même une compétition. Mais Shureta Metcalf a 6 pouces de portée de plus que l'autre, puis elle est grande. Puis elle n'était même pas capable de la toucher en lançant son volume. Elle la manquait quasiment la plupart du temps. Elle n'était pas capable de combler la distance de la petite Miyu Yoshida. À l'inverse, la Miyu Yoshida qui, elle, lançait quasiment pas de volume, mais elle utilisait un jab qui était efficace, puis elle allait se garrocher vers l'avant pour popper son jab dans la face de l'autre, puis lancer peut-être une combine, puis circuler en in-out. Mais plongeant, tu sais, quand on dit plonger vers l'avant, donner ton menton quasiment pour l'uppercut, là. C'est un peu ça qui est arrivé. Puis l'autre Metcalf, elle n'a pas profité parce qu'avec sa portée, elle aurait pu l'accrocher solide là, sur l'uppercut, mais elle n'était pas capable. Elle a eu de la misère pendant 10 rounds avec la distance. Bref, ça s'est soldé par une décision unanime en faveur de Metcalf qui ramasse le titre. Même si tu regardes CompuBox, les coups touchés, sur 8 rounds sur 10 sont en faveur de Miyu Yoshida. Mais tu sais, le volume, des fois, c'est trompeur. Tu as l'impression que ça touche puis ça touche pas. Tu as l'impression que c'est plus divertissant. D'un point de vue d'un jeu, je peux comprendre qu'on valorise le volume aussi. Ça reste que moi, j'avais quand même Yoshida en avance d'un round. C'était pas élégant, puis je me dis que peu importe les deux, ils vont se faire planter par Dina Torslund quand ça va être leur tour en unification. C'est comme ça que je le vois. Torslund, elle a envoyé l'invitation tout de suite à Shureta Metcalf. Elle a dit, ouh, viens au Danemark, on va s'affronter en unification, ça te tente-tu?
Moi, être mécaf, là, je dirais oh, pas de suite. On va profiter de mon titre un peu, essayer de le monnayer avant d'aller au Danemark, me le faire prendre, parce que je vois pas comment mécaf pourrait prendre ce titre-là, à moins qu'elle ait un Lucky Punch qui fasse de l'effet sur Dina Thurslund, qui a quand même pas mal d'expérience et un très bon menton. C'est un peu comme ça que je le vois. Donc, t'as pas manqué grand-chose, t'as bien fait d'aller te coucher. Bon, moi, je suis fatigué, hein, j'ai plus 20 ans. J'ai un dernier sujet pour toi. C'est un combat qui t'intéressait, mais on n'a pas eu le temps d'en parler au dernier podcast. C'était sur le point d'avoir lieu. Mikey Krebs, qui est une jeune boxeuse de la région de Buffalo, Niagara Falls, États-Unis, qui, dans le fond, affrontait l'ancienne championne du monde, Mayerlin Rivas, à 122 livres au casino de Niagara Falls. Mikey Krebs, c'est une fille qui a été une vedette de l'équipe américaine pendant un certain temps. Elle a eu des bons moments sur l'équipe américaine de boxe. Sa mère est une ancienne boxeuse aussi qui a gagné les gants dorés à quelques reprises, qui l'a entraînée longtemps aussi, dans le temps qu'elle était amateur. C'est une fille qui a de la boxe dans le sang. Puis elle aussi, on parlait tantôt de Fran Hennessy, que j'aimais comment on la bâtissait. Bien, elle aussi, j'aime comment on la bâtit. Je trouve qu'on lui amène des défis en gradation. Puis là, ben, le dernier défi, c'était un gros défi. Puis elle a vraiment dominé Mayerlin Rivas. Donc, moi, dans ma tête, c'est totalement réussi. Rivas, je ne sais pas trop où me positionner. J'ai parlé à Mayerlin après parce qu'elle était plus lourde que le poids contracté. Donc, je voulais savoir ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle a eu de la misère à faire le poids, déjà en partant, Rivas. Deuxièmement, elle m'a dit j'ai dit, t'as-tu contre-performé à ton avis ou c'est l'autre qui a été meilleur? Puis elle était comme entre les deux. Tu sais, c'est rare qu'un boxeur va dire j'ai contre-performé. L'autre a été vraiment meilleur. Elle m'a dit que c'était un peu entre les deux. Donc, j'étais un peu mitigée. Je me disais, as-tu vraiment contre-performé Rivas ou c'est Mikey qui a été vraiment supérieur? J'étais un peu des deux, peut-être, comme Mayerlin disait. Mais peu importe ce qui est arrivé, j'ai trouvé qu'elle était solidement prête pour peut-être une chance en championnat du monde bientôt. Peut-être pas son prochain combat, mais je pense qu'elle est rendue là. Elle a la capacité d'aller en championnat du monde. Il y a Mercado, il y a Milette Mercado qui serait intéressante pour elle à cause des styles de boxe. Je pense que ça matcherait bien le style mexicain de Mercado. Mais c'est dur de faire sortir Mercado du Mexique. Puis Mercado ne va pas inviter Mayerlin, elle ne va pas inviter Mikey Krebs chez elle. Donc, c'est encore Lou DiBella. Comme un Québécois en semaine de relâche, je savais plus sortir du Mexique. Je ne crois pas beaucoup que ça va se faire parce qu'encore là, c'est Lou DiBella, puis il n'est pas habitué de sortir son portefeuille. Il a signé à moitié des boxeuses. Je sais pas, mais il y a beaucoup de femmes présentes. Il me semble qu'on a juste parlé de Lou DiBella aujourd'hui. Lou DiBella par-ci, par-là, nanana. Sans arrêt. Du Japon en Argentine, Lou DiBella a signé du monde. Je pense qu'on a nommé juste des boxeurs de Lou DiBella. Pour moi, c'était le mois Lou DiBella. Tous les boxeurs de DiBella avaient des nouvelles. Mais dans le fond, ce que j'aimerais, c'est voir cette fille-là avoir une opportunité. Mais tant qu'elle ne se sera pas ordonnée, il n'y a personne du genre... Elise Cottenay. Qui va lui donner sur un plateau d'argent. Parce qu'elle est trop bonne et elle est trop dangereuse. Tu sais, quand on dit des bons match-ups, on veut voir des bons combats équilibrés, c'est ça qui est excitant, mais il faut qu'il y ait une belle bourse au bout. Il faut qu'il y ait une opportunité. Des dollars. Puis elle ne veut pas vendre non plus. Une fille comme Elise Cottenay qui a 2 titres ne voudra pas prendre un risque de perdre ses ceintures sur un combat serré ou un lucky punch parce qu'elle a quand même de la poigne, mais Mikey Krebs aussi, elle a des points lourds. Une autre fille à suivre que j'aime beaucoup, très intéressante, son talent, elle est encore jeune puis elle progresse vite. Puis c'est que des catégories, il y a beaucoup de compétition. Donc, des bons combats qu'on peut organiser pour ces filles-là, il y a une possibilité infinie, là. T'sais. On se croirait à Saint-Valentin. Tu es en amour avec toutes tes boxeuses. Moi, j'ai pas eu beaucoup de boxe locale, OK, ce mois-ci, mais j'ai eu beaucoup de boxe que j'aime regarder. Tu sais, des filles, moi, ce que j'aime voir, c'est est-ce qu'on a... Je regarde la progression de la boxe féminine. Est-ce que j'en ai pour mon argent présentement, parce qu'on entend beaucoup parler de fin de carrière de Katie Taylor, fin de carrière peut-être de Cynthia Strada. Après ça, on a des filles comme Maillard, comme Serrano, comme Katie Taylor, ça avance en âge. Clarissa Shields n'a plus beaucoup de compétition dans ces catégories. Elle a même dit qu'elle retomberait à 154 livres bientôt. Elle a lancé ce statement-là. Fait que Mary Spencer pourrait affronter Clarissa Shields. Pourquoi pas? Si elle arrive à faire le poids. Pourquoi pas?
Ben, parce que ça serait un money fight. C'était un money fight pour elle. La gagnante contre Marie-Ève Dicker. La gagnante comme Marie-Ève Dicker. Mais tu sais, moi, je veux voir ma boxe féminine, il y a quand même de la relève parce que tous ces gros noms-là qui quittent en même temps, ça prend des nouvelles vedettes. Tu sais, on parle de Caroline Dubois beaucoup, Ferreira, Béatrice Ferreira, ce genre de filles-là, mais Micaiah Krebs, Fran Hennessy, c'est toutes des jeunes femmes, ça, qui l'ont. Tu sais, on parle de Raven, Sky Nicholson, tout ce qui peut advenir. Moi, je suis contente de voir qu'il y a quand même une sorte de santé, une forme de santé sur ma boxe féminine pour la relève. Ce que je veux, c'est voir des bons combats maintenant, des bons match-ups. C'est super important. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On a-tu fait le tour? As-tu d'autres choses à rajouter, toi? Gros combat, juste pour dire, en fin de semaine. Quand les gens vont prendre ce podcast, ça va être déjà passé, mais on a une unification complète entre Célesté Alanis et Gabriela Fundora, 2 filles que j'ai déjà interviewées. Et donc, je ne vais pas me mouiller parce que je veux juste voir un bon combat. Je veux pas dire. Je sais pas. Mais ça, des fois, là, à l'époque où je gageais, là, ça gâchait des combats parce que je voulais juste gagner. Moi, je veux juste m'asseoir et regarder un bon fight. Ben, c'est souvent tes meilleures soirées. C'est ça. Donc, il y a, comme je te dis, il y a Yokasta Vailly qui devrait, en théorie, aussi redevenir championne vendredi. Donc, on va avoir beaucoup de choses à parler dans les prochaines semaines après. C'est pas mal tout. Parfait. Je m'en vais écouter le Canadien contre le Kraken de Seattle. Moi, je vais aller faire mes affaires aussi. Je te souhaite un bon mois de boxe, Laura. On se reparle bientôt. Joyeuse Halloween. Bye. Bye.